Et bienvenue dans ce petit coin lecture. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite des Maîtres des Brisants. Le tome 2, Le secret des abîmes. Toujours par Eric Lhomme. Et nous allons pouvoir nous plonger tout de suite dans cette histoire. Petit résumé rapide, dans le tome 1, attention spoiler, je vous invite à aller voir les anciennes vidéos, les rediffs de mes anciens lives, afin de savoir ce qu'il s'est passé si vous ne voulez pas vous faire spoiler. Petit résumé quand même, nous suivons trois jeunes stagiaires qui ont rejoint l'équipage d'un vaisseau spatial, dans un futur, pas forcément celui de l'humanité d'ailleurs, on ne sait pas trop, dans un monde de science-fiction en tout cas, euh, et qui ont participé à une campagne militaire pour secourir la planète centrale, qui s'appelait Planète Morte, qui sert littéralement de carrefour à tout le système solaire, car elle seule permet de créer des trous de verre, des passages qui permettent de voyager très rapidement. Donc, voilà. Et ils partent du coup pour sauver cette planète. Il leur arrive plusieurs péripéties, des assassinats et des tentatives d'assassinat, et finalement libèrent la planète, mais au moment où vous allez repartir, reçoivent un message de détresse de leur planète d'origine qui les appelle à l'aide car une flotte les attaque. Or, cela ne devrait pas être possible car la flotte aurait dû passer par Planète Morte et aurait été repérée par les squads sur place. Avant la fin du message, les installations de Planète Morte explosent suite à un sabotage, ce qui coupe toute connexion et bloque la flotte sur place sans pouvoir agir. Et c'est ainsi, à ce moment-là, que nous reprenons notre histoire. Hop. Chapitre 1. Cauchemar. Ahem. De gros navires noirs survolaient la ville de Kenningar. Comme des scarabées monstrueux, ils glissaient dans les airs avec lenteur, obscurcissant un ciel déjà gris. En dessous, les faisceaux des projecteurs accompagnaient la trajectoire des salves antiaériennes et les canons défensifs crépitaient. L'envahisseur répliquait méthodiquement, à coups de lourds obus d'acier à coups de lourds obus d'acier et de bombes au photons. Plusieurs quartiers de la capitale de Nidfell brûlaient, livrés à la démence des flammes. Puis les vaisseaux de guerre se posèrent, vomissant des chapelets de guerriers qui se répandirent dans la ville. Hop. Marc assistait à tout cela, stupéfait au pied de son immeuble du quartier des Tisserands. Il avait oublié que son grand-père était parti chercher du poisson pour midi, et qu'il tardait à rentrer. Il se rappela en voyant l'incendie lécher le vieux port. Il descendit la rue. Il se le rappela en voyant l'incendie lécher le vieux port. Il descendit la rue en courant. Le fracas d'une bombe explosant non loin l'assourdit, mais il ne ralentit pas sa course. Des gens fuyaient autour de lui. Une femme appela longuement son enfant. Marc en eut la gorge serrée. Enfin, il approchait des étals des pêcheurs. Ils étaient déserts. Certains même étaient brisés. Il aperçut le fauteuil de son grand-père renversé sur le pavé. Le vieil homme gisait par terre, sans connaissance. Le cœur de Marc fit une embardée. Il se précipita, son pied heurta une aspérité et il s'étala de tout son long. Et il voulut se relever. Au même moment, un obus s'écrasa à quelques mètres, projetant des éclats de métal aux alentours. Une douleur aiguë dans la poitrine cloua le garçon au sol. Il hurla. Ah, tout va bien, Marc, on est là. Morgan avait pris la main du garçon qui s'était dressé dans le lit. Ça va s'inquiéta Xavier en découvrant le visage livide de son ami. Celui-ci tentait péniblement de reprendre ses esprits. Oui, on est où là? À l'infirmerie, dit Morgan. L'infirmerie? Répéta Marc d'un air hébété. L'infirmerie du rongeur d'os, continua Xavier. Tu sais, le vaisseau du capitaine Voranken. Tu ne te rappelles pas? Oui, il y a quelqu'un là-dedans. Xavier se tapotait le crâne. Arrête, intervint Morgan avec un regard de reproche. Il a subi un choc terrible. C'est normal qu'il soit perdu. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il s'est passé? Demanda Marc en se massant les tempes. On va te raconter, promit Morgan.
Mais avant, il faut prévenir le médecin que tu es réveillé. La jeune fille se leva et se dirigea vers le technophone, posé sur une tablette. Quelques instants plus tard, il était de retour. Elle était de retour. Il va venir. Je lui dis que Marc avait bonne mine. Tu es gentille, ironisa Xavier. On l'a quand même connu plus en forme. Un navet serait plus vif que lui. Le navet va t'en coller une qui te mettra le nez comme une patate, répondit le blessé en se laissant retomber sur son oreiller. Bon, je retire ce que j'ai dit, il a l'air d'aller, en fin de compte. Alors, il s'est passé quoi? Morgan et Xavier rapprochèrent leur siège de la tête du lit. Comme je te le disais, commença Xavier, tu te trouves à bord d'un vaisseau spatial où tu es censé faire ton stage aux cuisines. Ce vaisseau est celui de Vranken de Xaintrailles, à qui l'Empire a donné pour mission de reprendre Planète Morte à la flotte du Khan. Et passe en avance rapide, soupira Marc. Je suis pas gâteux quand même, je n'ai pas oublié ça. Tu te rappelles que tu as surpris ton patron, le chef cuisinier, en train de rôder près du temple des Devinerestes, jusqu'avant que Fradrumar soit assassiné. Morgan avait repris la parole et hésité avant de... Oula, attends. Je refais ma phrase. Elle est un peu particulière à lire vis-à-vis de la réalité. Ahem. Tu te rappelles quand tu as surpris ton patron, le chef cuisinier, en train de rôder près du temple des Devinerestes, jusqu'avant que Fradrumar soit assassiné? Morgan avait repris la parole et hésité avant de prononcer ce mot. Oui, acquiesça Marc, je me rappelle. Je me rappelle aussi que le capitaine a convoqué Bragg Je vais essayer de le prononcer bien parce que là... Bragg Svipdag. Et qu'il m'a demandé de témoigner contre lui. Après, il y a eu une bousculade, et là je perds le fil. Svipdag a lancé des scies vertueuses contre le capitaine. Tu t'es interposé, tu lui as sauvé la vie. Mais tu en as ramassé une dans la poitrine, et tu as perdu connaissance. On t'a emmené à l'infirmerie, et depuis avec Xavier on attend que tu te réveilles. Et le capitaine, et Bragg? Le capitaine a une épaule en miettes, mais il va bien, le rassura Xavier. Ton patron par contre, en fait, Braimond lui a réglé son compte. Tu avais raison, Marc, continua Morgan. Bragg Zibdag était un traître. Il s'est débarrassé de Fradrumar pour qu'elle cesse de prédire l'avenir. Il comptait ensuite éliminer Vranken pour priver la flotte de son stratège. Eh bien, heureusement qu'il a été arrêté à temps. Maintenant, où est-ce qu'on en est de la bataille? Morgan et Xavier échangèrent un regard ennuyé. La bataille est terminée, dit la jeune fille. La pieuvre a été capturée et la flotte du Khan s'est rendue. C'est génial, se réjouit Marc en s'agitant dans le lit. On a gagné alors, dire que j'ai raté ça. C'est un peu plus compliqué, reprit Morgan, après un temps de silence qui fit froncer les sourcils au convalescent. Comment te dire? Voilà, les guerriers du Khan ont saboté les installations de Planète Morte, et du coup les chemins blancs n'existent plus, ils ont disparu. Ça veut dire... Ok, Marc, qui n'en croyait pas ses oreilles. Ça veut dire qu'on est bloqué ici à des années-lumière de chez nous. Il y a plus grave, ajouta Xavier d'une voix sombre. Le capitaine a reçu un message des généraux comtes. Tiens-toi bien, Nifel subit en ce moment même l'attaque d'une flotte de Muspel. Et c'est impossible, s'insurgea Marc. Le souvenir de son cauchemar vint le frapper de plein fouet. Il eut une pensée affolée pour son grand-père. Vranken a convoqué les autres capitaines sur le rongeur d'os. Ils vont discuter et décider de la marche à suivre. Le médecin fit son entrée dans la pièce à ce moment-là. Marc, je suis heureux de te voir réveillé. Tu sais, tes amis ont été épatants. Je crois que je ne retrouverai jamais d'aussi bons infirmiers. L'homme s'efforçait d'adopter un ton guilleret, mais on sentait que le cœur n'y était pas. Il regarda les trois jeunes gens et eut un sourire crispé. Les capitaines arrivent, dit-il en s'approchant du blessé et en vérifiant son pouls. La réunion va se tenir dans le réfectoire. On pourra y assister demanda Marc, avide de nouvelles. Pourquoi, tu es capitaine se moqua gentiment le médecin en défaisant son bandage. Ah, alors c'est réservé au capitaine, dit le garçon désappointé. Bien sûr, mais la réunion sera retransmise par Technovision pour les membres de l'équipage. Je prendrai pour vous l'appareil de l'infirmerie. Génial, applaudit Xavier. C'est gentil, dit Morgan. C'est surtout normal, répondit le médecin en inspectant la plaie et en remettant la compresse en place. Après un grognement satisfait. Vous êtes peut-être des stagiaires, mais vous faites partie de l'équipage. Je vous traite même que vous avez amplement mérité qu'on vous fasse confiance. Toi, mon garçon, continua-t-il en s'adressant à Marc, tu seras bientôt sur pied. Tu es du genre robuste. Il s'approcha de la porte. Je suis désolé, mais je dois me sauver. J'ai d'autres patients à voir. La garnison récupérée sur Planète Morte est dans un sale état. Avant de partir, il effleura comme promis l'écran du technoviseur qui s'éclaira et offrit une vue d'ensemble du réfectoire. Dans la vaste salle, un brouhaha allait en grandissant.
Vite marrer, hop, ma bouteille d'eau qui me permettra de survivre à cette expérience. Un peu de lubrifiant pour cordes vocales. Chapitre 2. Une réunion agitée. Un essaim d'exochaloupes vrombissait autour de la vieille coque du rongeur d'os. Immobilisés au milieu de la flotte impériale, les esquisses appontaient sur le vaisseau amiral, libéraient leurs passagers puis repartaient aussitôt. Vranken de Xaintrailles, commandant en chef de l'armada de Nidfell, observait ce balai d'un air songeur. Il se demandait à présent pourquoi il avait convoqué les capitaines. À quoi bon, grogna-t-il en appuyant son front contre la vitre. Son épaule blessée, prisonnière de l'attelle régénératrice, lui fit mal. Il se massa la nuque de sa main valide. Un matelot, gêné de devoir le déranger, tout sauta derrière lui. Capitaine, le chef Raimor vous fait dire que tout le monde est là. Bien, j'arrive. Vranken resta encore un moment immobile, le regard perdu dans l'espace, dans les brisants, au-delà du dôme de verre, puis il s'ébroua et quitta le poste de pilotage. Lorsqu'il arriva au réfectoire aménagé pour accueillir l'assemblée, la grande salle bruissait de conversations animées. Son irruption les interrompit toutes. D'un pas rapide, Vranken rejoint son second, Raimor Ersildur, au centre de la pièce. « Il était temps que tu arrives, » grommela Raimor. « Ils ont tous l'air très excités, certains sont même agressifs. » Le géant fourragea dans sa barbe grise, puis il gratta la tête du cyberrat blotti dans son cou. Sans plus attendre, Vranken s'adressa aux officiers. « Messieurs, je ne vais pas vous bercer avec de beaux discours. » Un ricanement retentit. Piqué au vif, Vranken toisa l'insolent. Celui-ci soutint quelques instants le regard qui le foudroyait, puis baissa la tête. « Je disais donc, reprit Vranken en haussant le ton, que nous avons un problème. »« Ça on peut le dire, cria quelqu'un. On est foutus, oui, enchérit un autre. Qui parmi nous a assez de vivre en soute pour tenir les 12 années du retour par les brisants ?» Le vacarme reprit de plus belle. « Se croirait dans une cour d'école, gronda le géant. Tu comprends pourquoi mon système de communication est à sens unique, rosina Vranken. Imagine la pagaille pendant les batailles si tout le monde s'amusait à donner son avis. Bon, mon vieux Raimor, il me faut du silence. » Raimor sortit de son étui l'énorme palais au pistolet qu'il portait à la ceinture et tira en l'air une charge de poudre. L'effet fut immédiat. « La récréation est terminée, tonna-t-il. Maintenant, Stay, on écoute le capitaine. » Vranken s'empara d'une chaise et grimpa dessus, puis il balaya la salle du regard. « Je vais donc récapituler pour ceux qui n'auraient pas suivi. C'est à moi qu'on a confié le commandement de l'expédition sur Planète Morte. La campagne ne prenant fin qu'à notre retour à Nifel, je reste donc maître de la flotte. Est-ce que c'est compris ?» Personne ne parla. L'arme que le géant derrière lui venait de recharger avec des balles, et dont il gardait le canon posé nonchalamment sur son épaule, acheva de convaincre les récalcitrants. Parfait, je continue. Il est évident désormais que cette campagne militaire était un leurre, un piège dans lequel nous sommes lourdement tombés. Le Khan a attiré autour de Planète Morte le gros des forces spatiales de l'Empire, et n'a pas hésité à sacrifier la pieuvre, son meilleur stratège, en détruisant les chemins blancs. Il nous a barré le chemin du retour. Venir jusque-là nous a pris 12 heures. Retrouver Nifel nous prendrait 12 ans. Le silence qui régnait à présent était devenu grave. Chacun savait que Vranken disait la vérité. Une terrible vérité. Il importe peu aujourd'hui de savoir qui est responsable de ce fiasco. Les Générocontes, moi, vous ou bien tout l'orgueil de l'Empire. Il y a plus grave. Nous sommes bloqués ici, messieurs, et pendant ce temps, les hordes de Muspel ravagent notre planète. L'agitation reprit, sourde, ponctuée de gémissements. Nifel envahi. L'incroyable information avait couru aussi. Aussi, personne n'était surpris, mais elle venait d'être confirmée officiellement. Vranken fit un signe à un matelot du rongeur d'os. Aussitôt, les haut-parleurs du réfectoire diffusèrent l'ultime message de l'Empire, reçu juste avant que les chevins blancs ne s'effacent. Ici, le général comte Egil Skinir. Ceci est un message prioritaire pour le capitaine Vranken de Xaintrailles. Cessez les combats autour de Planète Morte et rentrez de toute urgence à Nifel avec la flotte. Une escadre de navires de guerre arborant l'oiseau rouge de Muspel s'approche de notre planète. Nous ne sommes pas en mesure de faire face sans vous. Je répète, nous ne sommes pas en mesure de... Les réactions ne firent pas attendre. Mais enfin, s'étonna le capitaine de l'Aiglon. Comment est-ce possible? Les chemins blancs commencent à Planète Morte et s'arrêtent à Planète Morte. Nous étions là, nous n'avons pas bougé. Cette invraisemblable flotte de guerre était obligée de nous passer dessus pour rejoindre le vortex conduisant en Nifel. Peut-être,
hasarda le quartier maître du loup-garou, qui remplaçait son capitaine blessé au cours de la dernière bataille, que l'armada du Khan s'est glissée dans les chemins blancs avant notre départ. Non, intervint Vranken. Nous serions croisés dans le vortex et les instruments de guidage nous l'auraient immédiatement signalé. Impossible, c'est impossible, répéta quelqu'un d'autre. C'est peut-être impossible, mais c'est arrivé, dit Vranken. La question est donc posée. Qu'allons-nous faire? Je vous ai réunis ici pour vous exposer clairement la situation, mais aussi pour que nous réfléchissions ensemble à la façon de réagir. Messieurs, j'écoute vos propositions. Chacun s'efforça de se discipliner, ne prenant la parole que pour réfuter une proposition ou en soumettre une autre. Je récapitule, dit Vranken. Nous sommes tous d'accord pour essayer de réparer les chemins blancs. C'est notre seule chance de sortir de ce piège. Disposons de plusieurs chefs mécaniciens talentueux, mais les dégâts semblent importants. Au fond du réfectoire, un bras se leva. Vranken hésita puis donna la parole au plus ancien capitaine de la flotte. Commença le vieux marin. Tout le monde ici me connaît. Je suis Grim Grétyr, le capitaine de l'Albatros, l'un des antiques navires de l'expédition. Pour être plus précis, mon vaisseau, le vaisseau dont j'ai hérité, appartient à la 3e génération de navires de Nifel. Il n'a donc pas connu l'époque glorieuse des conquêtes de l'Empire. Et si je ne me trompe pas, Xintraille, le vôtre est de la 1re génération. Les histoires... Je reprends donc. Des histoires circulent à propos de ces vaisseaux. Si elles étaient vraies, il y aurait alors une autre solution. Le vieil homme suspendit sa phrase. En face de lui, Vranken avait blêmi. On raconte beaucoup de choses sur les premiers vaisseaux de l'Empire, capitaine Grétyr, répondit-il d'une voix blanche. Certaines sont effrayantes, croyez-moi. Grim Grétyr le dévisage d'un air surpris. Si effrayante que ça, capitaine de Xintraille? Le regard que lui lança Vranken fut éloquent. Le doyen n'insista pas. Messieurs, se força à reprendre Vranken, je ne vous retiens pas. Nous allons immédiatement envoyer sur Planète Morte l'équipe qui devra tenter de réparer la machinerie des chemins blancs. L'assemblée se dispersa lentement en murmurant. Lorsque Grim Grétyr passa devant lui, Vranken détourna les yeux. Hop. Chapitre 3. L'amiral Nyalgulax. Le vaisseau noir du chef de guerre de Muspel se posa enfin sur l'astroport ravagé de Kengar. La résistance avait été particulièrement acharnée dans ce secteur. Il avait fallu cribler la zone d'obus d'acier pour faire taire les pièces d'artillerie. Mais Muspel contrôlait désormais la ville, ainsi que les principaux astroports et les systèmes de communication de la planète. L'amiral Nyalgulax était d'une humeur mitigée. Certes, fouler le seul ennemi après tout ce temps dans l'espace lui procurait une joie intense, mais les difficultés que sa flotte avait rencontrées au cours du voyage lui laissaient un goût amer. L'armada que le Khan avait mobilisée contre l'Empire était fragile, parce que loin de Muspel, chaque vaisseau était d'autant plus précieux qu'il ne pouvait être remplacé. Or, beaucoup de bâtiments avaient sombré en route, et d'autres avaient été détruits par l'artillerie de Nifel. La même faiblesse touchait les troupes du Khan. Un homme qui tombait n'était pas relevé. L'amiral soupira et adressa une prière aux Tengri pour que les gens de Nifel ne lui donnent pas trop de fil à retordre. Nyalgulax Je m'excuse, j'ai des problèmes avec mon casque qui semble ne pas vouloir rester actif constamment. Donc désolé d'avance, je vais espérer que ça tienne. Nyalgulax accusait une 60aine d'années. Il était grand et mince. Au-dessus d'un nez busqué éclaire un visage en lame de couteau. Les yeux clairs brillaient d'intelligence. Tatoué sur son crâne, séparé par une vilaine cicatrice, deux furs, des félins monstrueux de la steppe de Muspel, s'affrontaient. Ils étaient là pour rappeler que Nial avait combattu et vaincu 2 bêtes à la fois lors de l'épreuve d'admission parmi les hommes de sa tribu. À quoi penses-tu, mon frère? Nyalgulax se tourna vers celui qui l'accompagnait et venait d'interrompre sa réflexion.
L'homme était sensiblement aussi grand que lui, vêtu d'un manteau de laine noire et s'appuyait sur un bâton couvert de symboles. Il paraissait très vieux, mais c'était impossible de lui donner un âge. Ses cheveux sales et dépeignés lui tombaient jusqu'aux épaules. Ses yeux fixes et blancs étaient ceux d'un aveugle. Je pense à ma femme, aux enfants que je n'aurais pas vu grandir, répondit l'amiral. Je pense à ma grande tente de feutre, à mon troupeau de zogues et à mon cheval serpent, à la steppe immense et au vent éternel. Voilà à quoi je pense, mon Ochigin. À cette distance, nous ne sommes plus que des pensées. Ce ne sont plus des pensées, frère. Ce sont des souvenirs. Nialgulax eut un rire de dépit. Tu as raison, sorcier. Ce qui est important, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Un véhicule déboula à leur rencontre sur le quai et mit fin à la conversation. Amiral, annonça le conducteur, nous avons capturé un général comte. C'était un robuste gaillard aux tempes grisonnantes. On aurait pensé qu'on aurait pensé trop vieux pour être encore soldat, mais les guerriers de Muspel qui faisaient partie de l'expédition avaient tous dépassé 40 ans. Est-ce qu'il s'est défendu? Non, amiral. Nial Gulax fronça les sourcils, se tourna vers le Tchigin qui ne fit aucun commentaire. Puis il sauta souplement dans l'engin et aida le guillaume à grimper. Quelques instants plus tard, il fonçait en direction du palais comtal, par les rues désertes et ravagées de la capitale. Le général comte Egil Skinir fut tiré de la chambre transformée en cachot et conduit jusqu'à la salle du conseil où l'attendaient Nial Gulax et le sorcier. L'amiral avait fait servir des boissons et une collation sur la table ronde d'oricalque. Comte, lança le chef de guerre de Muspel en renvoyant les gardes d'un geste. Vous devez avoir faim et soif. J'espère que mes hommes ne vous ont pas maltraité. Ils ont été très corrects, répondit Egil Skinir après avoir jeté un regard méfiant sur le Chikin. Merci de vous en inquiéter. Je vous en prie, prenez quelque chose à boire, poursuivit Nial Gulax. Le général comte accepta le verre qu'il tendait l'amiral et le remercia d'un mouvement de tête. Je croyais que vous étiez neuf généraux comtes, veillant sur le destin de l'Empire. Nous sommes toujours 9, dit Egil Skinir après avoir bu, et nous veillons toujours sur l'Empire. Mes compagnons ont tous rejoint leurs comtés respectifs pour y organiser la résistance. L'amiral observa son prisonnier. Le général comte était plus vieux que lui, plus empâté aussi. La dureté de ses traits trahissait cependant une volonté que le temps et une vie facile avaient émoussée. Les regards des deux hommes se croisèrent et se fixèrent avec dureté. Egil Skinir céda le premier. Et vous, comte, reprit Nial Gulax. Vous n'avez pas rejoint la résistance? J'ai délibérément choisi de rester au palais. Voyez-vous ça? Et pourquoi? Pour vous transmettre un message, le message des gens de Nidfell. Le voici. Vous avez peut-être pu vous emparer de vos astroports et des édifices impériaux, mais jamais vous ne viendrez à bout de nos cœurs. Nous vous combattrons jusqu'à notre dernier souffle. Le Tchigin ricana. Il ment, frère. Il est resté parce qu'il a cru jusqu'au bout que Chien de la Lune et ses vaisseaux allaient revenir pour les sauver. Egil Skinir eut l'air troublé. Il regarda avec étonnement le vieil aveugle qui se cramponnait à son étrange bâton. Les impériaux aiment se saouler de belles paroles, reprit Niagulax, amusé. En effet, mon cher comte, seule votre flotte aurait pu nous inquiéter, mais nous avons 12 ans pour nous préparer à la recevoir. Il éclata de rire, content de sa réplique. Un guerrier de Muspel fit irruption et se précipita vers lui pour murmurer à son oreille. Je vais devoir vous laisser, comte Skinir, annonça Gulax, avec un sourire déjà fatigué. J'ai une guerre à mener. J'espère avoir l'occasion de vous recevoir très bientôt à ma table. J'aurai plaisir à poursuivre notre conversation. Je reste à votre disposition, dit sobrement Egil Skinir, en inclinant militairement le buste. Il ne quitta pas des yeux le chef de guerre et l'inquiétant vieillard jusqu'à ce qu'il soit sorti de la salle. Sorcier a lu en moi, constata-t-il amèrement. Heureusement qu'il n'a pas tout vu. Car la véritable raison pour laquelle il était resté à Kingar, c'est qu'il avait organisé la fuite des derniers navires de Nifel vers la Vola et la base secrète de l'Empire, juste avant l'arrivée de l'armada de Khan sur la planète. Egil Skinir s'était souvent demandé pourquoi l'Empire avait autrefois dépensé autant d'argent et d'énergie pour la création d'une base secrète. Les événements venaient de lui apporter la réponse. Quant à Xintrailles, eh bien c'est vrai que le vieux général comte avait cru jusqu'au bout à son retour. Le plus surprenant, à bien y réfléchir, c'est qu'il y croyait encore. Hop, petite pause. Chapitre 4. Bruit de couloir. Vranken avançait à grands pas dans les coursives de son vaisseau.
Ce vieux Grétire, qu'est-ce qui lui a pris de parler du rongeur d'os? Cet incident le torturait. Tant qu'il était seul à savoir, il pouvait faire semblant de tout ignorer. Il n'avait de compte à rendre qu'à sa seule conscience. Tandis que maintenant que d'autres connaissaient l'existence d'une vraie possibilité de s'en sortir, décider de ne rien faire devenait une trahison. En ruminant cette pensée, Vranken se dirigeait vers la cabine qu'il avait cédée à Alice. Cette fille sait quelque chose que nous ignorons, et elle va me le dire. L'idée qu'Alice et la pieuvre ne soient qu'une seule et même personne le dérangeait également. Non pas à cause de l'âge ou du sexe du plus célèbre des stratèges de Muspel. Vranken, qui avait tant navigué avec Fradrumar, connaissait la valeur de certaines femmes. Et un gamin, Xavier, ne lui avait-il pas donné au cours de la dernière bataille une cinglante leçon de stratégie? Non, c'était autre chose. Les belles fleurs sont-elles toutes venimeuses? Se demandait le capitaine quand il entendit la voix puissante de Raymond le héler. Hé, Vrank, attends! Il s'arrêta en soupirant. Au ton adopté par son second, il comprit qu'il n'échapperait pas à un serment. Le chef Raymore était flanqué d'un garçon que Ranken n'avait encore jamais vu. De taille moyenne, mince et robuste, les cheveux châtains et les yeux gris-vert. Attends-moi là, le petit. Le capitaine et moi nous avons à parler. Ensuite, je t'amènerai voir les stagiaires du rongeur d'os. Le géant prit Ranken par son bras valide et l'entraîna plus loin. Qui est-ce? Demanda le capitaine en déniant le garçon du regard. C'est un stagiaire qui était en poste sur Planète Morte avec le commandant Brinks Vorbranx. Il s'appelle Roland. Bon sang, Vrank, il est bien question de ce gamin. Non, j'aimerais que l'on parle de... Je sais ce que tu vas me dire, vieux. La réponse est non. Enfin, Vrank, pourquoi? Explosa le colosse. Grimgrétire a parfaitement raison. Le rongeur d'os est notre unique chance de retourner la situation. Ah oui, ricana Vranken, et à supposer que je n'y laisse pas ma peau, que le navire ne soit pas déchiqueté dans l'aventure. Que ferait-on une fois là-bas, seul, sans le reste de la flotte? On pourrait peut-être ramener de Nifel des astro-savants capables de réparer les chemins blancs. Tu oublies que le Khan doit déjà contrôler la planète. Alors il te faut, toi, le meilleur stratège de Nifel, être sur place et organiser une contre-attaque. Avec les 3 canons du rongeur d'os. Il y a encore la base secrète de la Vola. Je suis sûr que des vaisseaux s'y sont réfugiés et n'attendent qu'un signe des puissants pour partir à la reconquête de Nifel. Ce sont des hypothèses, Raymore. Le géant serra le poing. Franck, tu joues à quoi? Je ne te reconnais plus, tu... Il se figea, il venait de comprendre. Tu as peur, hein? C'est ça, hein, tu as peur. Le visage de Vranken affichait une pâleur de cire. Oui, j'ai peur, bien sûr que j'ai peur, je ne l'ai jamais fait, alors qui n'aurait pas peur à la place? Pour toi, pour le vieux Guitir, tout paraît évident, hop, on claque des doigts et voilà. Mais moi je sais à quels sont les risques, toi tu ne sais pas. La voix de Vranken tremblait, Raymore essaya de dissiper sa gêne en toussant. Écoute, j'ai peut-être été un peu brise, mais il y a des choses que j'ignore, c'est vrai. Mais je te demande malgré tout d'y réfléchir, d'accord? Ranken acquiesça d'un hochement de tête, puis s'arrachant à la présence de Raymore qui ne savait plus quoi dire, il repartit à grande enjambée. Il n'avait pas fait 50 mètres qu'il regrettait déjà son emportement. Il savait que Raymore avait raison, que le capitaine de l'Albatros tout à l'heure avait fait la seule proposition raisonnable. Il suffisait de trouver suffisamment de courage, mais il n'y pouvait rien. Il était terrorisé à la perspective de... Il frissonna. Il arriva bientôt devant la porte de la cabine où la pieuvre était enfermée. Le matelot qui montait la garde s'effaça pour le laisser entrer. Qu'en pense l'intellect de la bande? Demanda Xavier à Morgan en éteignant le technoviseur. Je ne sais pas de qui tu veux parler, dit-elle avec une moue. Mais pour moi, le capitaine savait dès le début de la réunion que la seule solution au problème était de réparer les chemins blancs. Alors pourquoi a-t-il convoqué tout le monde? Fit Marc au fond de son lit. Pour ménager les susceptibilités, continua Morgan. Comme ça, les capitaines ont le sentiment de compter pour quelque chose. Ouais, pas mal vu, reconnut Xavier. Et quoi qu'il arrive maintenant, les capitaines se sentiront responsables. Vous avez compris l'histoire du navire de première génération? S'étonna Marc. Qu'est-ce qu'il voulait dire le vieux? C'est une légende, expliqua Xavier. Je l'ai lu quelque part. Elle raconte que l'Empire a pu partir à la conquête de Drasil en découvrant un secret incroyable. Le secret des abîmes, le mystère des brisants. Et ce secret, c'est quoi? Demanda Morgan en frémissant de curiosité. Je n'en sais rien, avoua piteusement Xavier. Plus personne ne le sait. Moi, je n'en suis pas sûr. Xavier et Morgan se tournaient vers Marc. Pas sûr de quoi? Que ce soit une légende, et que personne ne connaisse le secret des abîmes. Et pourquoi? Vous avez vu la réaction de Vranken lorsque le vieux lui a parlé du rongeur d'os? Et alors, tu penses que... Je ne pense rien, Morgan, c'est pas moi l'intellect de la bande. Chef Raymore fit irruption dans l'infirmerie au moment où Morgan allait se jeter sur Marc pour l'étrangler. Oh là, Morgan, du calme, dit le géant en riant.
Notre ami vient tout juste de sortir du coma. Le médecin m'a appelé pour me dire que tu t'étais réveillé, Marc. Que tu allais bien. J'en suis ravi. Bienvenue chez les vivants, mon garçon. Raymore les regarda tous les trois avec un sourire aux lèvres. Il éprouvait pour ces drôles de stagiaires une affection grandissante. Morgan, apprenti devineresse à la longue chevelure châtain et aux grands yeux bleus, Xavier, à la mise toujours élégante et dont les yeux sombres pétillaient d'effronterie, Marc enfin, le dur au cœur tendre et à l'âme droite comme une épée. Tous les trois étaient encore des enfants, mais confrontés au feu de l'action, ils s'étaient montrés incroyablement valeureux et efficaces. Morgane n'avait-elle pas découvert dans sa source où se cachait la pieuvre? Xavier n'avait-il pas défait la flotte ennemie en manifestant d'étonnants talents de stratège? Et Marc n'avait-il pas sauvé la vie de Vranken en interceptant la bille tueuse qui le visait? Raymore repensa à la conversation qu'il venait d'avoir avec son capitaine. C'était à se demander parfois où se trouvaient les véritables adultes sur ce bâtiment. Derrière lui, dans l'embrasure de la porte, Roland manifesta sa présence. Raymore le prit par le bras et le tira en avant. J'oubliais les enfants, je vous présente Roland Actol. Il était stagiaire sur Planète Morte, je vous le confie. Le géant tapota le crâne de Roland, adressa un geste amical aux autres et quitta l'infirmerie. Les stagiaires du Ronseur d'Os dévisagèrent le nouveau. Chapitre 5. Une cabine trop petite. Je vous attendais, Vranken. Je vous attendais. Vranken resta interdit. Assise sur la couchette, Alice arborait un air narquois. Tu m'attendais? Bien sûr. Les chemins blancs sont coupés, n'est-ce pas? Vous voulez savoir pourquoi vous êtes venu m'interroger? Pourquoi et vous vous êtes... Ah! Je me mélange, je reprends. Les chemins blancs sont coupés, n'est-ce pas? Vous voulez savoir pourquoi? Et vous êtes venu m'interroger. Je pensais que vous viendriez plus tôt. Franken referma la porte derrière lui. Sa colère était en train de tomber. La jeune femme avait enfilé des vêtements à lui et l'allure martiale qu'il lui conférait rehaussait sa beauté sauvage. Un mouvement de tête fit voler ses cheveux roux. Il plongea ses yeux dans ceux de la pieuvre et leur couleur lui rappela le vert profond des océans de Nifel. Je sais déjà pourquoi ils sont coupés. Ce que j'ignore, c'est d'où viennent les vaisseaux qui attaquent ma planète en ce moment. Alice observa le capitaine. Elle comprit qu'il ne bluffait pas. Alors vous savez, les Généraux-Comtes ont réussi à me contacter juste avant la destruction des chemins blancs. Il la sentit contrariée. De toute façon, que vous soyez au courant ou pas, cela ne change rien. Vous êtes pris au piège. Je vais finir par croire qu'elle a raison, pensa Vranken, incapable de s'arracher à son regard. Brusquement, la cabine lui sembla trop petite. Pour calmer son trouble et retrouver une contenance, il s'adossa à la porte. Parle-moi plutôt de toi. Alice eut l'air surprise. De moi? Pourquoi? Parce que tu ne me révéleras jamais les plans du Khan, tu es trop fier. Bien sûr, je pourrais utiliser la manière forte pour te faire parler, mais ce n'est pas le genre des hommes de Nifel de brutaliser des femmes. Alors? Alors le silence va vite devenir gênant si on ne se parle pas. Ah. Très bien, finit-elle par dire. Que veux-tu savoir? Il s'aperçut qu'elle venait de le tutoyer. Comment es-tu devenu la pieuvre? Mes parents sont morts lorsque j'avais 5 ans. Une attaque des vaisseaux de Nifel sur un convoi. J'ai été recueilli par un oncle qui élevait des ogres dans la steppe de Muspel. C'est une histoire qui ont aussi vécu beaucoup d'enfants de Nifel. Ils ne sont pas tous devenus stratèges. Il existe chez nous, continua Alice, un jeu dont les femmes sont friands. Il ressemble un peu à votre jeu d'échecs. Sur un plateau, des pions blancs et noirs s'affrontent, s'encerclent et se détruisent, selon des stratégies très proches de réalité de la guerre. J'ai rapidement excellé à ce jeu. Lorsque mon clan m'a présenté au grand tournoi annuel, j'avais tout juste 11 ans. Ah, irosina Vranken, la fameuse passion pour les jeux des gens de Muspel. Alice fronça les sourcils. Tu as gagné le tournoi, j'imagine. Oui, le Khan était là. Il m'a proposé de rejoindre l'école des amiraux. Tu as accepté, bien sûr. Quelle finesse de raisonnement. Vranken se sentit idiot. Évidemment que j'ai accepté. Le Khan m'offrait l'occasion de venger mes parents. J'ai passé 3 ans dans cette école, j'en suis sorti pour prendre mon premier commandement dans la région de Narv, où tu as mis en application ton savoir-faire contre une flotte de Nifel qui convoyait des prisonniers de guerre. La suite, je la connais. Ils s'observèrent un moment tous les deux. Ton Khan t'a sacrifié, tu en es consciente, j'espère. Alice ne répondit pas tout de suite. Une moue amusée se dessina sur ses lèvres. Oui, j'ai choisi mon destin en acceptant cette mission. Je n'aurais pas voulu échouer, ça c'est sûr. Pour le reste, qui peut se vanter d'avoir subjugué l'Empire, neutralisé son armada et vaincu Chien de la Lune? J'ai fait honneur à mes parents et à mon clan. On se souviendra de moi longtemps, Muspel. Tu as réussi à abuser des Généraux-Comtes et à immobiliser les vaisseaux de Nifel, répondit sèchement Vranken, piqué au vif. Mais tu ne m'as pas encore vaincu.
Le traître qui a tué ma devineresse m'a raté, ajouta-t-il en brandissant son attelle sous le nez d'Alice. J'ai la peau dure, il en faut plus pour m'abattre. Alice regardait étonnée le capitaine qui s'échauffait et dont la colère faisait briller les yeux. De toute façon, continua Branken, la flotte de Muspel est bien passée quelque part pour attaquer. Nifel. Je finirai par trouver son secret, et nous l'utiliserons à notre tour. Il n'y a aucun secret, avoua-t-elle après un silence. Elle s'adressa à Branken avec une douceur presque maternelle. La flotte qui attaque Nifel en ce moment a voyagé dans les brisants. Elle est partie de Muspel il y a 18 ans. Branken resta interloqué. Il crut avoir mal entendu. Tu veux dire que ce plan date de presque 20 ans? L'opération Rosée de sang était pensée et lancée à l'avènement de notre grand Khan Atli Blodox. Mais il faut une incroyable patience, et les guerriers sur les navires ont accepté de tout abandonner derrière eux. Ils sont comme moi, ils suivent leur destin, ils ont sacrifié leur vie pour la grandeur du Khanat. Le capitaine du Rongeur d'Os n'en revenait pas. Il savait, lui, pour s'y être aventuré à de nombreuses reprises, quel danger abritait les brisants. Mais 18 ans, les marins qui avaient pris ce risque forçaient le respect. Quant à celui qui avait imaginé ce plan, Atli Blodox, le voyait sous un jour nouveau et beaucoup plus inquiétant. Le général comte Egilkinir vous traitait de barbare, grimaça Branken. Quelle leçon, s'il savait. Nous sommes toujours les barbares de quelqu'un, dit Alice en se voulant apaisante. La vérité, c'est que le multivers repose sur des forces contraires, qui s'affrontent. Nous-mêmes, en luttant l'un contre l'autre, nous participons à cet équilibre. Branken se détendit, il sourit. Tu fais preuve de beaucoup de sagesse pour une fille de ton âge. Alice lui rendit son sourire. Et toi de beaucoup d'impulsivité pour quelqu'un du tien. Je vais rejoindre mes hommes, dit le capitaine en détournant les yeux. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à le demander au matelot de garde devant ta porte. Chapitre 6. Une bonne bagarre. Alors, tu étais sur Planète Morte, demanda Morgan pour briser le silence pesant qui s'était installé dans l'infirmerie depuis le départ de Raymore. Oui, répondit sobrement Roland en la dévisageant. Et tu y faisais quoi? J'étais dans le service des cartes. Il y eut un nouveau silence. Eh bien, lâcha Xavier. On ne peut pas dire que tu sois bavard, tu serais plutôt du genre triste, toi. Il est peut-être tout simplement idiot, bougonna Marc qui n'appréciait pas du tout la façon dont le stagiaire regardait Morgan. Roland le fixa durement et releva même le menton d'un air de défi. Je ne suis ni idiot ni triste, articula-t-il, en s'efforçant de rester calme. Je n'ai pas demandé à venir ici, je voulais rester avec mes compagnons. C'est votre maître d'équipage qui en a décidé autrement. On n'est pas assez bien pour toi, c'est ça? Demanda agressivement Marc. Monsieur croit peut-être que les jeux des stagiaires ne sont plus de son âge, ironisa Xavier. Imbécile. Bon, ça suffit, nous sommes tous dans la même intervint trop tardivement Morgan. Répète un peu ce que t'as dit, lança Roland qui avait pâli. Imbécile. Roland poussa un cri de rage et bondit en direction de Xavier, qui l'attrapa par le col. Bien que plus maigre, le nouveau eut rapidement le dessus. Il se mit à hurler. Tu ne sais pas de quoi tu parles, tu ne m'as pas affronté les guerriers de Muspel, tu n'as pas eu à les tuer, tu n'as pas été enchaîné et jeté dans un cachot. Xavier n'arrivait pas à se défaire de son adversaire furieux. Arrête, mais arrête! Marc essaya de venir en aide à son ami. Trop faible encore, il s'écroula sur le sol en quittant son lit. Il rampa malgré tout en direction de la bagarre. Il s'accrocha aux jambes de Roland et parvint à le déséquilibrer. Xavier put se dégager et reprendre son souffle. Roulant par terre avec le stagiaire de Planète Morte, Marc lança quelques coups de poing au sujet. Roland grogna de douleur. Ça suffit! C'était Morgan. Surpris, trois garçons cessèrent de se battre. N'avez pas honte! La jeune fille peinait à contenir sa colère. L'Empire est en train de crever sous nos yeux, vous croyez que c'est le moment d'en rajouter? Comportés comme des bêtes! Mais c'est lui qui... tenta de se justifier Roland, brusquement dégrisé. Non, c'est toi, Roland, qui arrive et qui nous fait la leçon. Tu penses peut-être que nous n'avons pas connu d'épreuves aussi terribles que les tiennes? Ton avis, pourquoi Marc est-il à l'infirmerie? Il a sauvé notre capitaine d'un attentat. Xavier, lui, a détruit la flotte de Muspel. Et moi, j'ai localisé la pieuvre sur Planète Morte. Alors tu vois? Elle ne put en dire plus. Roland, Marc et Xavier se regardèrent gênés. Bon, on arrête là, d'accord? D'accord. Xavier et Roland aidèrent Marc à se relever et l'accompagnèrent en le soutenant jusqu'à son lit. Je suis désolé, dit Roland en baissant les yeux. J'ai été stupide, un véritable idiot. Ce n'est pas grave, on n'a pas été très malin non plus, reconnut Xavier. On se fera des politesses plus tard, les coupa Marc en désignant Morgan qui leur tournait le dos. Je m'en charge, dit précipitamment Xavier. Il s'approcha de la jeune fille qui, après quelques paroles, retrouva vite son sourire et se reprocha d'être trop émotive. Heureusement que tu es intervenu, plaisanta Xavier. Sinon, dans le feu de l'action, je crois bien que je les aurais assommés tous les deux. Elle se mit à rire. Marc sentit son cœur se serrer. Une véritable complicité s'était établie entre ces deux amis pendant qu'ils étaient dans le coma.
Il est beau se dire que c'était chouette, il n'arrivait pas à se réjouir. Il ne peut retenir un grognement. Roland se méprit sur son origine. J'espère que je ne t'ai pas fait mal tout à l'heure, s'inquiéta-t-il. Tu rigoles? Les appareils du docteur ont réparé mes blessures pendant que je dormais. Et puis une bonne bagarre, y a que ça de vrai. J'en rêvais depuis que j'ai ouvert les yeux. Vranken se tenait debout à côté de la barre, dans le poste de pilotage. Comme d'habitude, son regard s'était perdu au-delà du dôme, dans l'immensité des brisants. Il scrutait l'espace, avidement, désespérément à la recherche peut-être d'un signe favorable, ou bien d'un fragment de chemin blanc qui aurait réglé l'affaire à sa place. Il s'inquiétait de ce qu'il lui avait appris, de ce que lui avait appris Alice, au sujet du Khan et de son plan diabolique. Plongé dans une profonde réflexion, il essaya de comprendre, car il en était certain à présent, ce plan était un tiroir. Atli Blodox n'est pas homme à se contenter d'une victoire par procuration. Il doit avoir prévu de pouvoir y participer. La seule solution pour lui, c'est de réouvrir les chemins blancs. Le sabotage a-t-il fait autant de dégâts que cela? Une équipe chargée de tout réparer au moment opportun était-elle restée cachée sur planète morte? Quelle qu'elle fût, il fallait anticiper les intentions du Khan et jouer un coup en avance. Disposer des pièces ailleurs sur l'échiquier pour ne plus se laisser surprendre. Franck. Il se retourna. Derrière Raimor se tenait l'équipage du rongeur d'os au grand complet. Vranken se raidit et inspira profondément. Il avait demandé à son second de convoquer les hommes, car il s'était enfin décidé. Il allait braver sa propre peur et tenter un fabuleux coup de poker, mais il y avait des risques, chacun devait le savoir. Chapitre 7. Bonsoir, Glad. Ah. Chapitre 7. Révélation. Mes amis, commença Vranken, je ne vous ai pas souvent réunis ici. C'est la première fois, Vrank, dit doucement Raimor. Oui, c'est même la première fois, mon second me le confirme. Si je le fais, c'est parce que... Vranken cherchait ses mots. Un silence religieux régnait sous le dôme. Chacun savait que le capitaine avait quelque chose de capital à leur dire. Parce que j'ai pris une décision qui conduira peut-être le rongeur d'os à sa perte. Un murmure détonnant grandit parmi les hommes. Il attendit que le calme revienne. Très peu ici connaissent la véritable nature de mon navire. Raimor est dans le secret. Thorn Tristen, notre chef mécanicien aussi. Les regards se tournaient vers un petit homme court sur pattes qui portait une épaisse moustache rousse. Certains, les plus récemment embarqués, ne l'avaient même jamais vu, tant il rechignait à quitter la salle des machines. Thorn Tristrem se contenta d'acquiescer par un grognement. Le rongeur d'os, continua Vranken, est un crève brisant, un vaisseau de la première génération. Autrefois, il y en avait des milliers comme lui. C'est avec eux que Nifel a pu se lancer à la conquête de Drasil et devenir un empire. Aujourd'hui, il reste peut-être une dizaine de crèves brisants, tous remisés à part le mien, dans des hangars poussiéreux. Il fit une pause. L'équipage était suspendu à ses lèvres. Si Nifel a pu conquérir les planètes aussi éloignées d'elle des siècles avant la création des chemins blancs, c'est qu'elle avait découvert le mystère des abîmes stellaires. Les livres d'histoire taisent ce grand secret, mais avant les chemins blancs, l'Empire était le seul maître des brisants. Vranken s'exaltait. Il existait, à cette époque, un animal extraordinaire, un animal qui vivait dans l'espace, se nourrissant de poussière d'étoiles et d'énergie photonique. Occasionnellement, des vaisseaux qui croisaient sa route. Cet animal s'était affranchi des distances. On l'appelait Gondule. Un brouhaha monta sous le dôme. Mais enfin, capitaine, lança un matelot, les gondoles sont une légende, ils n'existent pas. Vranken éleva les voix et tous se turent à nouveau. Les gondoles existent, martela-t-il en montrant les parois métalliques euh, je reprends. Les gondoles existent, martela-t-il en montrant les parois métalliques autour de lui. Vous êtes dans l'un d'eux. Le cuir qui recouvre le rongeur d'os, c'est sa peau. Les tubes étranges qui parcourent le vaisseau, ce sont ses veines. Et la figure de proue n'est autre que sa tête. L'équipage restait abasourdi. Continue, Thorn, dit Vranken. Le chef mécanicien, peu habitué à parler en public, se racla la gorge. Quand ils ont découvert les capacités des gondoles, nos ancêtres ont commencé à les capturer, avec beaucoup de mal d'ailleurs. Ils ont ensuite tenté de les greffer sur des navires. Cela n'a pas marché au début. Puis on a compris que ces animaux possédaient une intelligence propre, un peu comme les chiens. Ils avaient d'abord besoin d'aimer leur nouveau maître.
C'est comme cela que les choses ont tourné, que nos ancêtres sur des navires greffés, que l'on a appelés crèves brisants, ont pu s'emparer du système solaire. Mais, demanda le médecin de bord interloqué, comment ça marche? Franken secoua négativement la tête avant de reprendre la parole. Désolé Doc, cela doit rester un secret. Le lien entre les gondoles et les vaisseaux de Nifel a toujours été un secret. J'ai levé une partie pour vous. Ce qu'il faut que vous sachiez par contre, c'est que le gondule du rongeur d'os dort depuis très longtemps, que je ne l'ai encore jamais réveillé. Je ne sais pas si j'en serai capable, ni comment il réagira. J'ai décidé de forcer la chance, dans les brisants, mais le risque est grand. C'est pourquoi j'autorise tous ceux qui le souhaitent à quitter maintenant le navire. Ils trouveront refuge sur un autre vaisseau. Aux cris qui montèrent sous le dôme, le capitaine comprit que personne ne songeait à déserter. Une voix jeune perça le cahut. Alors, capitaine, Grim Grettir avait raison, n'est-ce pas? Lui aussi savait pour les crèves brisants. C'est pour cela qu'il vous interpellait lors de la réunion. C'était Marc qui avait parlé. La petite bande des stagiaires l'entourait et le soutenait. Tiens, mon sauveur va mieux, on dirait. Des rires se firent entendre. Mais tu as raison, Marc, continua le capitaine. Et je suis le seul à posséder un crève brisant. Le seul à pouvoir agir. Si le reste de la flotte essaye de rentrer avec nous et s'engage dans les brisants, elle en aura pour 12 ans, avec ses moteurs photoniques. C'est bien sûr hors de question. Elle n'est pas armée pour un tel voyage. Alors, capitaine, nous allons essayer avec le rongeur d'os de rejoindre Nifel à la manière de nos ancêtres? Oui, Marc. Je ne sais pas si nous y arriverons, mais sans doute la seule chance de sauver tout le monde. Des hurrahs éclatèrent dans le poste de pilotage. Les matelots jetèrent leur bonnet en l'air. Raymore s'approcha de Vranken et le serra dans ses énormes bras. Bonne décision, Vrank, bonne décision. D'ailleurs, regarde, l'équipage est à fond derrière toi. Le capitaine était ému. C'est grâce à la pieuvre, mon vieux Raymore, hein? Oui, grâce à Alice. Si tu voyais la sérénité avec laquelle elle affronte son destin, elle m'a fait honte avec mes doutes et mes lâchetés. Le géant observa son ami et vit qu'il ne plaisantait pas. Et maintenant, Vrank, tout le monde regagne son poste, sauf Thorn, et toi bien sûr, et Morgan. Le poste de pilotage s'était vidé. Vranken avait fait asseoir le maître d'équipage, le chef mécanicien et la novice dans les fauteuils de cuir élimés qui trônaient autour d'une table basse, en paléobois, à l'écart des pupitres de commande. Un verre d'eau de vie de prune, proposa le capitaine, c'est ma meilleure bouteille. Depuis qu'il avait pris sa décision, Vranken avait retrouvé une partie de son détachement et de sa bonne humeur. Raymore était heureux de le voir redevenir lui-même. Volontiers, Vrank, et verse largement. J'en prendrais bien une goutte moi aussi, dit Thorn, Tristerne dont l'œil se mit à briller. Vous n'avez pas autre chose demanda Morgan en faisant la grimace. Vranken lui sourit. Si, bien sûr. Veux-tu du jus multifruité? Elle lui rendit son sourire. Bien, annonça Vranken, après qu'il eut servi tout le monde. Voilà comment cela va se passer. Pour réveiller le condule, je dois m'isoler à l'avant du navire. Vous ne me verrez plus pendant ce voyage, dont j'ignore la durée. Ce sera peut-être quelques heures ou quelques jours, je n'en sais rien. Raymore sera donc capitaine pendant mon absence. J'ai habitué le Vrank, ça se passera bien, ne t'inquiète pas. Thorn, lui, sera attentif au comportement du rongeur d'os. Au moindre signe annonçant un problème avec la symbiose, il essaiera de reprendre le contrôle mécanique du vaisseau. J'espère qu'on n'arrivera pas là, grommela l'homme à la moustache en reposant son verre sur la table. Se retrouver paumé en plein milieu des brisants, ce ne serait pas une partie de plaisir. J'espère aussi. Quant à toi, Morgan, tu joueras le rôle que tous les Fradoda jouaient du temps de leur splendeur. Tu veilleras depuis le temple sur la course du vaisseau. Morgan ne put réprimer un frisson. Raymore s'en aperçut et posa sa grosse main sur la sienne, comme pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Elle prit son verre et but une gorgée avant de répondre, le regard perdu dans le liquide orange. Je ferai de mon mieux, capitaine. Encore une chose, Morgan. Durant le trajet, à cause de la structure magnétique particulière du gondule, les technophones ne fonctionneront pas. Pour prévenir Raymore en cas de problème, tu devras utiliser l'ancien tube acoustique reliant le temple au poste de pilotage. La jeune fille hocha la tête. Elle savait où il se trouvait, Fradrumar le lui avait montré. Il est temps, je crois, de nous préparer, conclut Vranken. Les capitaines ont accueilli ma décision avec stupéfaction, comme vous vous en doutez. Mais ils ont compris et accepté, ce qui est essentiel. Il me reste encore à leur donner les dernières consignes. Il se leva. Mes amis, je vous donne rendez-vous très bientôt ici même, pour boire à nouveau à notre succès. Que les puissances nous protègent. Qu'elles nous protègent! Vranken termina son verre d'un trait, puis il congédia ses compagnons et brancha le micro global. Il eut instantanément en ligne les capitaines de la flotte. Écoutez-moi attentivement, voici mes ordres. Vous essayerez comme convenu de réparer les chemins blancs. Si vous échouez, ne vous éloignez surtout pas de Planète Morte. Il existe du côté brûlé, personne ne va jamais, un réseau de galeries naturelles découvert par nos cartographes.
Je vais vous en faire parvenir un plan. À l'intérieur, vous serez à l'abri des rayons de Drasil. Restez cachés et ouvrez l'œil. Je pense que le Khan prépare quelque chose. Il s'attend peut-être à ce que, désespérés, nous tentions notre chance dans les brisants en lui abandonnant la machinerie des chemins blancs. Messieurs, l'Empire a toujours veillé sur Planète Morte. La meilleure façon de servir aujourd'hui, quand 12 années photoniques nous séparent de Nifel, est de rester en poste. Je ferai tout de mon côté pour vous venir en aide, d'une manière ou d'une autre. Mes amis, je vous souhaite bonne chance sous le regard bienveillant des puissances. Fin du chapitre 7. Hop, un peu d'eau. Chapitre 8. Le réveil. Morgane poussa la porte du dortoir des stagiaires, où elle avait emménagé le jour même de la mort de Fradrumar. Ses amis l'attendaient. Alors, raconte. Il n'y a rien à raconter. Allez, sois pas vache. Elle ne répondit pas. Elle aurait préféré qu'il ne soit pas là. C'était déjà assez difficile. Elle commença à ranger sa verre dans son sac. Tu vas où demanda Marc qui s'était calé sur une des couchettes. Je retourne au temple. Marc et Xavier échangèrent un regard inquiet. C'est quoi le temple demanda Roland. On t'expliquera, dit Xavier avant de se tourner vers Morgane. Tu comptes y rester longtemps? Je ne sais pas. Plusieurs jours, certainement. Quoi s'exclama Marc. La novice débita ses explications d'une voix monocorde. Le capitaine va réveiller le gondule et lancer le rongeur d'os dans les brisants. Il lui faut rester seul à l'avant du navire pendant toute la durée du voyage. Les appareils électrotechniques ne fonctionneront pas. L'aide d'une mineresse est essentielle. Et si t'arrive quelque chose, insista Marc, comment on le saura? Une liaison avec le poste de pilotage, un tube. La voix de Morgane devenait de plus en plus faible. Ce qui l'attendait lui sembla brusquement au-dessus de ses forces. Ce n'est pas suffisant, décréta Xavier après une courte réflexion. On a bien vu ce qui est arrivé à Fradrumar. Il ne faut pas laisser Morgane seule. Je suis d'accord, dit Marc, mais comment faire? Nous ne pourrons pas rester dans le temple avec toi, hein? Morgane secoua la tête. Alors nous monterons la garde devant, dit Xavier, à tour de rôle. Comme ça, Morgane, si tu as un problème, il suffira de crier à travers la porte. Qu'en penses-tu? La jeune fille n'était pas sûre que ses amis puissent l'aider s'il lui arrivait quelque chose, mais c'était tout à coup rassurant de les imaginer près d'elle, même de l'autre côté d'une cloison. Elle s'en sentit mieux. C'est une très bonne idée, c'est très chouette de votre part en tout cas, mais vos obligations... Depuis que Marc est blessé, c'est une équipe de matelots qui travaille en cuisine, et ils s'en sortent très bien, sans stagiaire dans les pattes, répondit Xavier. De mon côté, plus de capitaine, plus d'obligations. Quant à Roland, je ne sais pas... Je suis libre comme l'air, affirma le garçon, je monterai la garde moi aussi. Il y a un coin mal éclairé dans le couloir en face de la porte du temple, dit Marc, c'est là que je me suis caché, quand mon patron faisait l'espion. Ça fera un très bon poste de guet. Adopté à l'unanimité alors, conclut joyeusement Xavier. Allez ma vieille, on va t'aider à faire ton sac. Morgane eut une pensée pour Frau Fida et les vieilles devineresses de l'école d'Urde qui l'avaient aidée. Elle aussi a préparé ses affaires en lui enjoignant de se méfier des garçons délurés. Elle se dit qu'elle avait vraiment eu de la chance d'être justement tombée sur des stagiaires de ce genre. Vranken s'arrêta au bout de la coursive, devant la porte étroite d'une armoire technique aménagée dans la cloison de proue. Il était impossible d'aller plus loin. Il introduisit dans la serrure une clé dont seul Thorn Tristem possédait le double. La porte, en s'ouvrant, dévoila un assemblage complexe de câbles et de pièces polymétalliques. C'était le système de guidage qui permettait au vaisseau d'emprunter les chemins blancs. Il prit une autre clé qui lui pendait au bout d'une chaîne autour de son cou, et qui, elle, était unique. Il tâtonna à la recherche d'une fente dissimulée au cœur du mécanisme. L'ayant trouvée, il y engagea la clé et donna plusieurs tours, à gauche et à droite, selon un code précis. Un déclic se fit entendre dans un grincement sourd. Un pan entier de la cloison de proue coulissa sur sa droite, dévoilant une pièce plongée dans la pénombre. Vranken s'efforça de maîtriser les battements de son cœur. Il prit une profonde inspiration et pénétra dans la salle secrète. Derrière lui, le panneau se referma automatiquement. La pièce était petite et sombre. Vranken laissa ses yeux s'accoutumer à la faible lumière que diffusait une rangée d'ampoules et quelques plaques d'un métal phosphorescent. Il y avait un siège au centre, vers lequel convergeait un réseau de fins tuyaux. Pas de console, pas de pupitre, rien de ce qui faisait d'ordinaire la particularité d'une cabine de pilotage. Tout était exactement comme mon père me l'a décrit, murmura Vranken. Il fit quelques pas hésitants. Le siège était d'oricalque revêtu de cuir clair. C'est mon tour, continua-t-il, comme si entendre le son de sa voix le rassérénait. Oups. Mon tour de m'asseoir et de réveiller le gondule, comme l'ont fait mes ancêtres avant moi. Tu ne seras plus toi et ne seras plus lui, disait son père. Vous serez autre chose, ensemble, s'il t'accepte.
Sinon... C'était ce sinon qui le terrifiait, car un point l'avait particulièrement marqué lors des conversations avec son père au sujet des gondoles. Les fusions ne se passaient pas toujours bien, surtout la première fois. Il arrivait que l'animal refuse son maître, soit parce que les tests de reconnaissance révélaient un imposteur, les gondoles n'étaient fidèles qu'à une seule famille, soit pour d'autres raisons plus obscures et inexplicables à vrai dire. Il avait en tête l'histoire de ce jeune capitaine que le gondule avait refusé. Le pauvre garçon en avait perdu la raison. Oui, il avait tellement soufflé, tellement hurlé, qu'il en était devenu fou. Et puis le monstre s'était senti libéré, il s'était arraché au vaisseau sur lequel il était greffé. Ce récit avait inspiré de nombreux cauchemars au jeune Vranken. Comme un automate, le capitaine fit jouer les mécanismes de son attel pour s'en défaire. Il s'avança vers le siège et entendit la voix d'Alice murmurer dans sa tête. Ils ont accepté leur destin, ils ont sacrifié leur vie. Il s'installa, calant son bras sur l'un des accoudoirs malgré la douleur qui sourdait de son épaule. Il approcha de son visage l'antique micro fixé au bout d'une tige télescopique. Il savait précisément ce qu'il devait faire, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Il hésita. Bientôt serait le point de non-retour. Son pouls s'accéléra encore. Raimor n'avait pas compris sa peur tout à l'heure. Il y avait des raisons à cela. Vranken de Xintrailles, capitaine et stratège de l'Empire, ne se laissait pas facilement impressionner. Il avait vécu tant de choses, bravé tant de dangers, mais là, vraiment, il n'y pouvait rien. La perspective de réveiller le monstre du rongeur d'os, de s'enchaîner à lui, le remplissait de terreur. Il sentit dans sa nuque et sur ses poignets la douceur du cuir qui s'était réchauffé à son contact. Cette sensation lui rappela le vieux fauteuil dans lequel il aimait s'asseoir pour lire devant la cheminée de son manoir de Scadi. Il s'apaisa. Il imagina son père et tous ses ancêtres l'observant d'un regard confiant, comme autant de portraits de famille veillant les vivants depuis les murs où ils étaient accrochés. Il bouscula sa peur. D'une main tremblante, il s'empara d'une première sonde à laquelle était raccordée une étrange tuyauterie, mélange de paléocuivre et de matière organique. Il la fixa en s'y reprenant à plusieurs fois au creux de son bras gauche. Avec plus de mal encore, il enfonça la deuxième sonde dans son bras droit, et était maintenant physiquement raccordé à l'hôte monstrueux du rongeur d'os. Une ultime manipulation et il le réveillerait. Par les puissances, s'exclama Vranken, je suis complètement fou. Il ne put s'empêcher de rire nerveusement. Puis, il cessa de réfléchir et appuya sur un bouton usé au bout d'un coudoir. En bout d'un coudoir. Les micropompes se mirent en route, le sang de Vranken fut aspiré dans les tuyaux. Un tressaillement agita le rongeur d'os. Raimor s'approcha des panneaux vitrés du poste de pilotage et regarda au dehors. Le cuir étrange qui recouvrait le vaisseau changeait de couleur à vue d'œil, comme une onde parcourant la surface d'un étang où le vent ébouriffait l'herbe d'un pré. Une force puissante secouait le revêtement extérieur du navire, le soulevait et le gonflait, lui donnait vie. Le cuir sombre et craquelé jusqu'alors s'était éclairci et assoupli. Le géant n'en crut pas ses yeux. La peau du rongeur d'os palpitait. Par la corne du... Il s'arrêta net dans son juron. Vrank venait de réveiller le monstre. Peut-être entendait-il et comprenait-il. Et dans ce cas, il pouvait fort bien se montrer susceptible. En même temps que le sang de Vranken quittait son corps pour le réseau complexe des tuyaux, une substance noire plus épaisse le remplaçait, s'immisçait dans ses artères et dans ses veines. En échange du sang humain, le monstre donnait le sien. Sous la pression, les vaisseaux sanguins du capitaine, immobile dans son fauteuil, doublèrent de volume et se dessinèrent sur son visage et ses bras à demi nus une étonnante arborescence. Vranken ne souffrait pas. Il ressentait une douleur sourde mais supportable. La sensation de cette intrusion, par contre, était atroce. L'eau de la tuerie se change en confiture, se dit-il en serrant les dents. Mais on dirait que ça marche. Si le conduit avait refusé mon sang, je ne serais plus en vie pour le constater. Au-delà de ce qu'endurait son corps, il éprouva un indicible soulagement. Il allait réaliser la fusion. Il ne deviendrait pas fou, il ne hurlerait pas à en mourir. Il était en train de réussir le premier test, la reconnaissance du sang. Mais il savait, le monstre allait bientôt en demander plus. Thorn Tristerem n'aimait pas ça. Comme Raimor, il avait compris le réveil du gondule, long frisson qui avait parcouru le rongeur d'os. Il s'était d'abord réjoui du succès de Vranken, mais en inspectant minutieusement le navire pour suivre les ordres du capitaine, il ne l'avait plus reconnu. D'étranges tubes organiques, des veines, des nerfs, avaient poussé par endroits et couraient sur les plafonds des coursives, escaladaient les passerelles et plongeaient le long des rampes. Le métal des planchers des cloisons était plus chaud. Le vaisseau semblait moins mécanique. Thorn se trouvait à l'avant du navire, quand,
Passant devant un hublot, il lui sembla voir quelque chose bouger à l'extérieur. Il fronça les sourcils. S'agissait-il de l'exochaloupe d'un capitaine venant nouvelle? Il regarda plus attentivement. Non, c'était plus gros qu'une exochaloupe. Qu'est-ce que... Par les puissances! La tête du condule à la proue se tourna brusquement vers lui. Elle était énorme. Au-delà des arcades sourcilières particulièrement parcourues de tressaillements, la longue corne semblait plus effilée que jamais. Du bec terrible goûtait un liquide brunâtre qui flottait dans le vide de l'espace, comme la bave d'un animal affamé. Un œil jaune luisant observait Thorn avidement. Le technicien fit un bond en arrière. Eh bien, j'espère que le capitaine contrôle la situation. Il décida aussitôt de regagner la salle des machines et de se tenir prêt à court-circuiter le monstre. On ne savait jamais. Ranken se détendit et s'abandonna dans le fauteuil. La douleur l'avait quitté. Il sentait maintenant la présence du condule partout autour de lui, et même en lui, puisqu'ils avaient mêlé leur sang. L'animal monstrueux s'était réveillé, il était nerveux. Il attendait que son maître parle. La voix. Deuxième test de reconnaissance. Au moment du dressage, afin que nul ne puisse s'emparer inconsidérément de sa puissance, les anciens avaient appris à chaque condule à réagir à un type de sang particulier et à un chant précis. L'un et l'autre étaient transmis de génération en génération au sein de chaque famille. Ranken n'avait fait jusqu'à présent que la moitié du chemin. Il essaya de se concentrer. Ce n'était pas facile. Il était assailli par trop de sensations inconnues. Pourtant, il fallait réussir. Lui et le gondule étaient désormais liés. L'un devait dominer l'autre. Si le capitaine échouait, le monstre essaierait de s'enfuir et de se détacher du vaisseau, et il en mourrait comme ils mourraient tous. Ranken approcha ses lèvres du micro qui le reliait directement au condule. D'une voix mal assurée, il murmura. Écoute ce chant de longue mémoire que les entrailles murmurent depuis toujours dans les entrailles de leurs rongeurs d'os. Confie-moi le fardeau de ton destin. Laisse-toi guider par ton instinct. Plonge dans les abîmes immenses, dévore les étoiles et les distances. Des coups sourds et répétés firent gémir la coque du navire. Ranken comprit que le gondule cherchait à s'arracher de son corps de métal. Ne faiblis pas, s'encouragea-t-il furieux, tu y es presque. Et il continua. Et si la nuit te surprend sur les chemins embrumés, toujours je serai à tes côtés. Il soupira de soulagement. Il avait terminé de dire la vieille incantation, choisie par ses ancêtres lors du dressage de leur condule. Tout allait rentrer dans l'ordre maintenant. Pourtant, le monstre ne semblait pas se calmer. Au contraire, des craquements sinistres se firent entendre. L'équipage n'avait pas encore eu le temps de comprendre ce qui se passait. Mais Vranken se trouvait à la tête du rongeur d'os. Il savait que le vaisseau ne tiendrait pas longtemps sous le choc. Il faut agir, se dit-il au bord de la panique. Sinon Thorn va tuer le gondule, ou bien c'est le gondule qui va nous tuer. Pris d'une brusque colère, il hurla dans le micro. Écoute ce chant de longue mémoire que les entrailles murmurent depuis toujours dans les entrailles de leurs rongeurs d'os. Confie-moi le fardeau de ton destin. Laisse-toi guider par ton instinct. Plonge dans les abîmes immenses, dévore les étoiles et les distances. Et si la nuit te surprend sur les chemins embrumés, toujours je serai à tes côtés. Il se rappela trop tard l'une des recommandations de son père. Il ne faut jamais crier avec un gondule. Ses réactions peuvent être terribles. Il se crispa dans l'attente d'une réaction. Mais celle-ci fut inattendue. Le monstre se calma tout d'un coup. Avec l'âge, il est peut-être devenu dur d'oreille, plaisanta nerveusement Franken. Il était passé tout près de la catastrophe, il le savait. Aussi vit-il avec ravissement des étincelles bleues courir le long des câbles électriques. Le gondule se chargeait en énergie photonique. En réponse à cette vampirisation magnétique, les instruments électrotechniques s'éteignirent un à un. Les ampoules moururent. Ranken ne fut plus éclairé que par la pâle lueur des plaques de métal phosphorescent. Au dehors, le gondule poussa un cri silencieux qui se traduisit par une onde puissante qui fit vibrer l'espace, les étoiles frémirent. Puis le rongeur d'os bondit en avant, aspiré par le néant. Ils étaient partis. Fin du chapitre 8. Hop. Chapitre 9. Rencontre. Assis dans le fauteuil d'Egil Skirnir, Niall Gulax attendait patiemment que son Ochigin ait terminé ses incantations. Il pianota machinalement sur le bord de la table ronde d'oricalque. L'amiral avait choisi d'établir ses quartiers dans la vaste salle de pierre sombre et de polyvert, par amusement plus que par nécessité. Devant lui, le vieillard aveugle fit naître sur le sol un feu de flammes froides. Il pénétra à l'intérieur et leva son bâton. Les flammes qui léchaient ses pieds nus
s'accrochèrent dans la laine sale de son manteau, grimpèrent le long de son bras, puis elles coururent sur les signes gravés dans le bois, tourbillonnèrent et jaillirent en direction du plafond. Ça y est, la communication est établie, constata intérieurement le chef des armées. De Muspel en quitte. Ah, je reprends. Ça y est, la communication est établie, constata intérieurement le chef des armées de Muspel en quittant son siège et en s'approchant du sorcier en transe. Il posa sa main sur l'épaule de l'Otchigin. Il ressentit aussitôt une vive morsure puis un picotement qui se répandit le long de sa colonne vertébrale. Il détestait ça. Mais depuis que les chemins lents avaient été coupés, il n'existait pas d'autre solution pour communiquer avec Muspel que d'emprunter le réseau mystique des chamans. Une voix demanda dans sa tête. « Yal, est-ce que tu m'entends ?»« Oui, mon Khan. »« Quelles sont les nouvelles ?»« La résistance est moins importante que prévu. »« Ça ne m'étonne pas. » ricana Atli Bloodox. « Les loups de Nifel sont devenus des chiens peureux. J'imagine que tu as su prendre les bonnes mesures. »« Oui, grand Khan. J'ai commencé par exiger des généraux comptes qu'ils me livrent des otages. Les actes de terrorisme ont depuis fortement diminué. » L'amiral entendit Atli Bloodox rire franchement. « Tu me plais, Nial. Quoi d'autre ? J'ai ensuite fait fermer l'école des Fradoda. Beaucoup sont encore dans la nature, mais je m'emploie à toutes les rassembler. » C'est bien. La voix du Khan était devenue plus grave. « Ces femmes sont dangereuses, je ne les aime pas. Plus tard, je les ferai transférer sur une planète prison au fin fond du système solaire. » Je pense, grand Khan, que nous maîtrisons la situation. Nous sommes prêts pour la deuxième phase du plan. Patience, mon frère, patience. La flotte de chiens de la Lune doit d'abord s'éloigner de Planète Morte pour que nous puissions rétablir les chemins blancs et envoyer de nouveaux guerriers sur Nifel. À propos de la flotte, grand Khan, hésita Gulax, je t'écoute. Nous avons trouvé en arrivant que des vaisseaux à usage agricole, il n'y avait aucun bâtiment de guerre. J'ai organisé des recherches, mais elles sont restées vaines. Peut-être sont-ils tous partis avec Chien de la Lune. Un silence se fit. Gulax comprit que le Khan réfléchissait. Peut-être, ou bien ils ont une cachette quelque part, mais ce n'est pas très important. S'ils étaient assez forts pour tenter quelque chose, ils l'auraient déjà fait. Ne te laisse pas détourner de ton objectif principal, tenir la planète sous ton contrôle en attendant notre arrivée. Le Chigun tituba et dut se raccrocher à son bâton pour ne pas tomber. Nirgulax savait que l'énergie réclamée par une communication sur une telle distance était énorme. Il me faut vous laisser, mon Khan, conclut-il. Je vous contacterai dans quelques jours. Il ôta sa main de l'épaule du vieillard et le contact se rompit. Les flammes s'éteignirent, le Chigun s'écroula presque dans ses bras. Urde était le plus rude des 9 comtés. Il était baigné par un océan pris par les glaces en permanence, sur lequel les enfants des villes côtières patinaient en criant. Été comme hiver, la neige pouvait tomber à tout moment. Il suffisait pour cela qu'il fasse un peu moins froid, mais seuls les étrangers au comté souffraient du climat extrême. Les gens d'Urde étaient habitués. Le Spartacus, un vaisseau servant au transport de bétail et que les hommes de Muspel avaient réquisitionné, se posa sur la grande place d'Urde. La capitale qui avait donné son nom au comté. Ouais. L'atterrissage souleva un tourbillon. La neige qui couvrait le sol. Ah, l'atterrissage souleva en tourbillon la neige qui couvrait le sol. Le bras en visière pour se protéger, des guerriers jaillirent du navire trapu et se dirigèrent au pas de course vers les bâtiments abritant l'école des Fradoda. Ils en ressortirent quelques instants plus tard, encadrant 2 prisonnières. Ils les firent monter à bord du vaisseau, qui décolla lourdement, vira au-dessus de l'océan gelé et prit la direction du sud. Le vaisseau comportait une unique pièce dans laquelle étaient ordinairement parquées les bêtes en route pour la foire agricole. Une porte solidement fermée était la seule issue vers les cabines et le poste de pilotage. Il était impossible de s'échapper. Pour cette raison, sans doute, les geôliers avaient jugé inutile d'enchaîner les prisonnières et de rester pour les surveiller. Frau Ulfida, directrice de l'école d'Urde qui formait les Fradoda, ne regrettait rien. Sur son ordre, devinerait ses novices avaient toutes pris la fuite. Elle-même était restée sur place comme un capitaine refusant d'abandonner son bâtiment, avec la novice qu'elle avait choisie comme élève. Les forces d'occupation lui avaient demandé d'appeler les Fradoda à se rendre. Elle avait refusé. En représailles, on était venu la chercher. Elle s'y attendait. Frau Ulfida, dit une petite voix à côté d'elle. Oui, ma fille. Où nous emmène-t-on? Pas besoin d'être devineresse pour comprendre que le vaisseau fait route vers Kenningar et sa prison. La vieille femme sourit à la novice aux cheveux noirs dont le menton tremblait. Rassure-toi, Xandrine. Si on nous voulait du mal, ce serait déjà fait. Elle vit que la jeune fille s'efforça d'être courageuse. Elle en fut satisfaite.
L'avenir n'était jamais écrit, elle en savait quelque chose. Vous êtes des Fradoda? C'était une jeune fille qui les interpellait. Elle était un peu forte, les cheveux blonds coupés courts, le visage carré et volontaire éclairé par des yeux clairs. Elle devait avoir 15 ans. Je suis une devineresse, répondit Frau Elfida en s'avançant. Xandrine, mon élève est novice. À qui a-t-on l'honneur? Je m'appelle Mathilde Augentir. Mon oncle est le général comte de Scadi. Une otage, comprit aussitôt la vieille Fradoda. Quelle perspicacité, ironisa Mathilde, en se demandant comment l'arrivée d'une armée entière sur notre planète a pu vous échapper. Xandrine leva sur elle un regard offusqué. Il y avait tant d'avenirs possibles, ma fille, répondit calmement Frau Elfida. Le futur est comme toute chose. Il faut savoir ce que l'on cherche et si on veut le trouver. Cette invasion est encore inexpliquée. Elle est surprenante. Nous autres Fradoda ne l'avons pas anticipée parce que nous ne l'imaginions pas. Des mots tout ça, cracha la jeune fille. Sang de troll, mon oncle a bien raison quand il dit que vous ne servez à rien. Allons Mathilde, reprit la devineresse en s'accrochant et en lui prenant la main. Ça ne sert à rien de se disputer, nous avons besoin les uns des autres. Chapitre 9. L'oiseau rouge. Dans une cellule du rongeur d'os, en fond de cale, le général qui avait essayé de se faire passer pour la pieuvre au moment de sa capture sur Planète Morte se figea. La lumière avait brusquement diminué dans la pièce et le vaisseau s'était mis à vibrer étrangement. Le Tchigin, tenu prisonnier avec lui, manifesta de l'inquiétude. Que se passe-t-il, sorcier? Je ne sais pas. Un événement étrange est en train de se produire, général Xamar. Le chaman à qui on avait confié son bâton, ferma les yeux et se concentra. Alors, s'enquit impatiemment le général. Alors rien, mes pensées sont prisonnières de ce vaisseau. Quelque chose de puissant les retient. C'est comme si on était entré dans un chemin blanc qui bloquerait les communications au lieu de les amplifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, frère, que l'on s'est mis en route et que l'on avance très vite. Le visage de rapace de l'officier s'assombrit. Chien de la Lune avait trouvé le moyen de contrer le pouvoir des Otchikin. Peut-être même avait-il réussi à contourner le piège patiemment élaboré. Le sublime plan du Khan était menacé, il fallait agir. Rien à faire de ce côté-là, ragea-t-il après s'être acharné une fois de plus sur la poignée de la porte métallique fermée à double tour. Quant aux parois, inutile y songer. Avec mon bâton, j'aurais pu tenter quelque chose, mais là je suis presque aussi démuni que toi. Xamar se mit à réfléchir. Il devait découvrir ce qui se passait, prendre le contrôle du navire, même s'il n'avait pas le talon de la pieuvre, il fallait impérativement trouver... Il se tapa le front du plat de la main. Mais oui, la solution était là. Sorcier, peux-tu communiquer discrètement depuis notre cellule avec des personnes présentes à bord? Faut normalement un Ochigin à l'émission et un autre à la réception, mais je peux essayer. Je peux essayer autre chose. Tu penses à Alice? Oui. Elle est peut-être moins surveillée que nous. Les hommes de Nifel se comportent comme des enfants avec les femmes. Il ricana. Débrouille-toi pour lui faire passer le message suivant. Qu'elle fasse son possible pour trouver des armes et nous délivrer. L'Otchigin acquiesça. Il s'assit sur le sol, ferma les yeux et prit sa tête entre ses mains. Alice s'était allongée sur la couchette et rêvassait. L'odeur des draps était celle du capitaine qui l'avait vaincue et qui la retenait prisonnière, qui la traitait avec douceur aussi. Elle en était troublée. Son expérience des hommes était limitée et ceux de Nifel étaient différents de ceux de Muspel. Le visage de Vranken fit son apparition derrière ses paupières. Ses traits possédaient un magnétisme puissant. Ses cheveux lui rappelaient le soleil du désert. Quant à son regard, le cœur d'Alice se mit à battre plus vite. Ridicule, dit-elle à voix haute pour le chasser. Chien de la lune, pour chasser Chien de la Lune de ses pensées. Elle eut soudain mal à la tête. Elle s'assit et se massa les tempes pour écarter la douleur. Mais celle-ci revint avec plus d'insistance. Un vent brûlant balaya ses pensées. Un grand oiseau rouge se posa à l'intérieur de son crâne. La jeune femme frémit. Il lui semblait qu'elle allait exploser. L'image qui avait investi son cerveau lançait des cris qui étaient autant de mots à peine distincts. Délivré, général, problème, important, s'armer. Puis l'oiseau s'envola et quitta l'esprit d'Alice. Celle-ci bascula en avant et s'effondra sur le plancher métallique. Le temple était plongé dans une demi-obscurité. La lumière sourdait de plaques de métal phosphorescentes disséminées sur les parois. Les feuilles de verre de l'arbre sacré luisaient dans la pénombre. La faible luminosité ne dérangeait pas Morgane, qui contemplait la source coulant entre les racines. Le polymétal liquide l'attirait maintenant irrésistiblement. La substance noire qui était mêlée et qui l'avait intriguée dès son arrivée s'était encore épaissie. Elle ne s'était pas approchée tout de suite de la source, elle avait d'abord pris le temps de se familiariser à nouveau avec l'endroit
où elle allait devoir vivre jusqu'à nouvel ordre. Le coin où elle dormait, la salle d'eau, la petite cuisine où elle préparait ses repas. Le souvenir de Fradrumar, son professeur assassiné sous l'arbre artificiel, hantait chaque parcelle de cet univers clos. Allons ma fille, soupira-t-elle à voix haute, il va falloir se mettre au travail. Elle s'agenouilla et s'installa le plus confortablement possible, puis elle regarda la source. Privé de ses instruments traditionnels, le rongeur d'os était aveugle. Pas de technoscanner ni de cyberradar pour signaler l'approche d'une météorite, d'une tempête ou d'un autre vaisseau. De tels événements ne seraient perceptibles qu'ici, à la surface de l'eau métallique. Ils seraient arrachés à l'avenir. Les images ne lui vinrent pas tout de suite. Cela faisait quelque temps qu'elle négligeait son entraînement. Mais les exercices auxquels Fradrumar l'avait soumise montrèrent bientôt leur efficacité. Et Morgane se glissa peu à peu dans l'état de concentration et d'éveil indispensable aux visions. Celles-ci affluèrent. Elle refusa de se laisser noyer, s'efforça de les clarifier et commença à les trier. Par manque d'habitude, ce travail la fatigua rapidement. Une image cependant lui parvint plus nettement que les autres. La novice sursauta sous l'effet d'une décharge électrique. C'était aussi précis que la fois où elle avait vu une femme se faire tuer. Cela devait être une sorte de sonnette d'alarme personnelle, le signe qu'il fallait s'attacher prioritairement à ce type de vision. Elle se concentra davantage. Ses yeux s'arrondirent de surprise. Il ne s'agissait ni de météorites ni de pirates. Sa vision concernait une fois encore l'intérieur du vaisseau. Dans la source, le général prisonnier tenait la barre du rongeur d'os, et Raimor Elsindur gisait sans connaissance à ses pieds. Morgane se retint pour ne pas crier. Non, elle ne devait pas rompre avec le futur. Il fallait au contraire essayer d'en savoir plus, remonter le fil, revenir aux origines. Elle vit le général se battre dans les coursives, faire feu sur des membres d'équipage et démontrer une habileté redoutable. Elle tira encore mentalement sur le fil, démêlant les chevaux de... Oula. Démêlant les chevaux de l'avenir. La pieuvre s'approchait à pas de loup de la cellule où le général était enfermé. Elle tirait sur des gardes, elle ouvrait la porte. Morgane essaya de remonter plus près. Avec beaucoup de prudence, le lien était terriblement fragile. Dans la pièce close, un Ochigin était assis sur le sol, les yeux fermés. Soudain, la jeune fille aperçut le fantôme d'un oiseau rouge quitter le corps du sorcier, passer à travers les murs jusqu'à la cabine du capitaine, puis s'engouffrer dans le crâne de la pieuvre. Surprise, elle détacha un court instant son regard de la source. Lorsqu'il revint, les images s'étaient enfuies. Peu importait, la vision de Morgane avait été suffisamment nette pour être prise au sérieux. Elle bondit vers le tube acoustique qui reliait le temple au poste de pilotage en ôtant le bouchon et cria à l'intérieur. Hop. Raimor, c'est Morgane, répondez! Elle entendit, rien ne vint en retour. Oui, Raimor et Sindur, vous êtes là? Une personne ne répondit. C'est bien ma veine, conclut-elle en grinçant des dents. L'inquiétude la saisit. Elle manquait d'expérience pour situer l'événement dans le temps. Allait-il se dérouler demain, dans une semaine, dans une heure? De toute façon, il fallait absolument prévenir quelqu'un. Pourquoi les adultes n'étaient jamais là quand on avait besoin d'eux? Heureusement, elle se rappela que ses amis lui avaient promis de faire le guet dans le couloir. Elle souhaita de toute force qu'il n'ait pas oublié. Fin du chapitre 10 et fin de cette session. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce live ou qui ont regardé la rediffusion. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous donne rendez-vous, non pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, pour la suite des Maîtres des Brisants. En espérant que cela vous ait plu, je vous souhaite une bonne soirée.